Observons l'effet déviant sur votre organisme. Buddy, your boy, make a big noise. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler contempo, en particulier la guerre d'Algérie, soit 1954-1962. Oh, vous avez vu? Il a redimensionné correctement la vidéo. Ça, c'est du progrès. C'est pas spécialement le sujet. Allez, merci. Donc la guerre d'Algérie. Replaçons le contexte si vous le voulez bien. Et puis si vous voulez pas, bah vous avez qu'à pas regarder. Du coup, le contexte. Après la guerre, la question coloniale est mise sur le tapis. Les Alliés veulent mettre en avant l'aspect démocratique de l'indépendance des États. En même temps, beaucoup de colonies d'Europe désirent prendre leur envol. Et puis les États ont plus forcément les moyens financiers de gérer ces territoires qui parfois sont très éloignés, avec des cultures très différentes des pays colonisateurs. Coucou l'Indochine, on reparlera de toi plus tard. Donc les États sont gentiment poussés à rendre leur indépendance à leurs colonies, ou au moins leur autonomie, comme ça a été le cas pour des colonies britanniques, genre le Canada. Vous l'avez sûrement compris, l'Algérie, du coup, commence à vouloir son indépendance. Mais c'est pas si simple. C'est pas si simple. Parce que oui, non, l'Algérie, à la sortie de la guerre, bah c'est pas une colonie. C'est un territoire français découpé en départements, au même titre que des départements charismatiques comme l'Aube ou l'Aisne, la région la plus sexy aujourd'hui d'après un youtubeur célèbre. Tu as pas regardé les paysages de l'Aisne? Mais même en étant territoire français, entre guillemets, on sent à l'époque qu'il y a une différence entre l'Algérie française et la France. Et c'est pour cette raison que les Algériens veulent leur indépendance. Du côté de l'Hexagone, ça plaît pas de ouf. L'Algérie, à cette époque, ça fait plus d'un siècle qu'elle est rattachée au pays. Elle a été colonisée en 1830 et en 1848, elle est officiellement territoire français. Je dis officiellement entre guillemets parce qu'en soi, grâce à cette merveille que l'être humain a créée depuis la nuit des temps, à savoir le racisme, et bah forcément il y a des divergences entre les Français disons européens et les Français algériens. Et les Algériens tout court, n'en parlons pas. Typiquement, ils n'ont clairement pas les mêmes reconnaissances, la même intégration à la société, même pas les mêmes mœurs, avec par exemple la religion musulmane qui s'oppose à la religion catholique, ou la langue parlée entre le français et l'arabe algérien. Le problème avec l'arabe, c'est que c'était pas facilement lisible. Même au niveau du son, on sent... Tout ça sont des clivages importants entre francophiles et algériens. Même la monnaie est différente, et ça pour unifier une nation, bah c'est un minimum. Bref, l'Algérie française est très différente du reste du pays, et si t'ajoutes à ça la déconsidération de certains soldats pieds noirs, bah tu comprends qu'il est mauvaise. Les pieds noirs qui, rappelons-le, ont quand même aidé à libérer le pays. Du coup les révoltes commencent à naître un peu partout en Algérie, mais c'est le 1er novembre 1954 que les hostilités sont lancées par le FLN, le Front de Libération Nationale, avec une trentaine d'attentats sur le territoire algérien. Ils revendiquent une nationalité algérienne et non française et veulent ouvrir des négociations avec la France. À ce moment-là, on parle pas encore de guerre. Ah t'es encore là toi? Ça t'a pas suffi d'être spammé sur le chronostype sur Marignan? Allez la voir, elle est bien. Les attentats visent en particulier ce qui rapproche l'Algérie de l'Hexagone, et particulièrement les musulmans sympathisants européens. En 6 mois, le FLN procède à 414 attentats. Il y a un objectif d'effrayer ses sympathisants. Le gouvernement de l'époque envoie un gouverneur pro-Algérie française, Jacques Soustel, parce que la 4ème République, le président, bah il fait pas grand chose, n'est-ce pas René Coty? Un grand homme. Il marquera l'histoire. Soustel va donc essayer de calmer le jeu, en tentant d'intégrer davantage les populations musulmanes. Parce qu'à cause du racisme, trop d'Algériens sont déconsidérés par l'État. Le mécontentement croît pas mal, et en février 1956, alors que le président du conseil Guy Mollet se déplace à Alger pour évaluer la situation, on lui balance des trucs, notamment des tomates. Pas besoin de préciser qu'il le prend assez mal, et c'est là que ça va commencer à vriller. La guerre va donc commencer entre l'armée française et le FLN, et comme ça serait très long de raconter toutes les batailles une par une, on va faire quelques ellipses. Donc, boum boum, violence, meurtre, attentats, des deux côtés. La guerre se développe de plus en plus et de plus en plus violemment. En France, c'est un peu la mouise, l'opinion publique ne veut pas perdre l'Algérie. Et les généraux non plus. On arrive alors en 1958, et là c'est festival. Vous êtes prêts? On y va. Ok, let's go. En France, pour préciser le contexte, il faut dire que c'est pas la giga joie. La 4ème République instaurée après la guerre, bah elle marche pas des masses, le gouvernement est instable, mais genre ultra instable. Je prends un exemple tout simple, entre 1947 et 1958, il y a eu 24 gouvernements différents. 24 24, c'est énorme bordel. Il y a eu autant de gouvernements différents en 11 ans de 4ème République qu'en 36 ans de 5ème. Donc déjà que c'est le bordel en interne pour diriger le pays, donc on rajoute en plus à ça la gestion de la guerre, la lutte contre le communisme, la construction européenne, on s'en sort plus. Donc en avril 58, le président du conseil, Félix Gaillard, démissionne. Il en a un peu ras-le-bol, je le comprends.
Et c'est la merde, on n'a plus de gouvernement. Donc pendant ce temps, l'armée en profite pépouze pour faire un coup d'état à Alger. Les généraux putschistes menés par le général Massu mènent à la tête le comité du salut public et attendent du président Coty René Coty. la création d'un gouvernement sympathisant et défendant la cause de l'Algérie française. À ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui sont de plus en plus chauds pour appeler Charles de Gaulle, pour qu'il prenne les rênes. Vous savez, Charles de Gaulle, ce type qui a organisé la résistance depuis Londres et est considéré comme un des libérateurs de l'Hexagone et un des plus grands hommes du pays? Bah lui. Encore pendant ce temps, l'armée pète un câble et prévoit un putain de coup d'état sur Paris, pour ensuite mettre de Gaulle au pouvoir. À ce moment-là, le pire qui pourrait arriver, c'est une invasion d'aliens qui diffuserait du Joule au-dessus du pays. On m'appelle l'OVNI. Et oui, la vision est horrible. Rapidement, René Coty Coty. demande à De Gaulle de devenir président du Conseil, et un an plus tard, il arrive finalement à calmer le jeu, à désamorcer le putsch. Il créera ensuite la 5ème République. On va pas non plus épiloguer parce que ça va être très long, on en parlera une autre fois. Donc, c'est De Gaulle qui prend la suite des événements. Et sa volonté est, comme celle de ses prédécesseurs, de conserver l'Algérie française. C'est d'ailleurs là qu'on retrouve son cultissime « Je vous ai compris !» moment où il parle à Alger, en expliquant que les Algériens sont des Français aussi, et que l'État fera en sorte de s'occuper un peu d'eux. Par le biais notamment d'investissements, comme le plan Constantine. Ensuite, en 1959, De Gaulle propose 3 solutions, que les Algériens devront choisir. Soit on organise la sécession entre la France et l'Algérie, ce qui mènerait à l'indépendance de l'Algérie. Soit on francise l'Algérie pour faire une Algérie qui soit comparable à la France, complètement française. Soit on fout un gouvernement autonome en Algérie, associé avec la France et contrôlé par elle au niveau économique, éducationnel, de la défense, des affaires étrangères. C'est un peu un état fantoche en gros. De Gaulle propose ces 3 solutions, mais secrètement il espère que ce sera la 3ème qui sera ratifiée. Et beaucoup d'autres l'espèrent également. Parce que les gens veulent pas laisser partir l'Algérie, déjà, et en plus les gens ont un avis très arrêté en matière de racisme. Comme Alain Perfit, député et soutien de De Gaulle, dont je vous laisse une petite citation que je vous laisse libre de lire si vous le voulez. Alors aujourd'hui, dire un truc comme ça, bah tu te fais allumer, et c'est normal. Après, replaçons le contexte aussi. On parle de 1958, effectivement, c'est pas bien ce qu'il dit, genre vraiment pas, mais à l'époque c'était pas si choquant. Et depuis, on a quand même fait un sacré chemin dans le bon sens, même s'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Revenons à la guerre. Nous sommes en guerre. Le mécontentement algérien est toujours là, et les mouvements indépendantistes continuent d'attaquer cette fois sur le territoire métropolitain. La situation évolue finalement peu jusqu'en 1960, avec l'affaire Sissala. En gros, l'affaire Sissala, on va parler de Sissala, jusque-là ça va, qui est un des responsables de l'armée de libération nationale, soit l'ANL, qui est en gros l'armée du FLN. Il rencontre De Gaulle le 10 juin 1960 pour négocier un cessez-le-feu, au moins partiel pour calmer les tensions. Mais un an plus tard, Sissala et ses hommes sont pris en embuscade et tués par l'armée française. Donc du coup les Algériens l'ont mauvaise, mais les généraux de l'armée française aussi, accusant le président d'avoir gâché la possibilité de négocier avec l'armée de libération nationale. Ces derniers organisent le 21 avril 1961 un putsch, encore, à Alger, encore. Ils estiment que De Gaulle abandonne l'idéal d'une Algérie française, et donc son deg. De Gaulle va tenter de désamorcer ce putsch, à distance, en appelant les soldats d'Algérie et les Français à refuser le coup d'état. Il va appeler à l'obéissance des soldats de rang inférieur par la radio, qui donc en refusant de se battre pour leurs généraux, les laissent dans leur sauce tout seuls. C'est finalement ainsi que se désamorce ce putsch, et c'est aussi la dernière action armée officielle des partisans de l'Algérie française. Puisqu'un an plus tard, le 18 mars 1962, sont signés les accords d'Évian. D'Évian, Ah bah oui, j'avais pas calé la pub d'Évian en début de vidéo pour rien. Logique. Accord d'Évian qui est la négociation pour mettre fin à la guerre, et implique donc un référendum sur l'autodétermination de l'Algérie. Ce vote aura lieu quelques semaines plus tard, et le oui l'emporte à 90%. C'est beaucoup 90. Énorme. L'Algérie est donc officiellement indépendante. Vas-y Algérie, vole de tes propres ailes! Ah bah elle est partie. Alors la guerre est finie, mais les tensions restent, que ce soit immédiatement après ou des années plus tard. Je vais pas m'étaler sur le sujet, c'est déjà assez lourd comme ça, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais il semble important de préciser que comme dans toutes les guerres, il y a eu du sale, des meurtres, des attentats, des tortures, et ce dans les deux camps. Bref, que du bonheur en somme. Non. J'ai voulu expliquer la guerre d'Algérie par mes connaissances, mes documentations, et donc le point de vue est franco-centré. Moi j'ai essayé de rester le plus neutre possible. Bien sûr, des spécialistes auront sûrement beaucoup plus à dire, notamment du point de vue algérien, du conflit également, et puis sans compter toutes les batailles que j'ai ellipsées. Je vous invite donc à raconter éventuellement en commentaire si vous avez des choses à rajouter. Moi le but de Chronostype c'est de raconter un événement ou une période historique de façon simple et légère, alors que l'événement en question ne s'y prête pas forcément. La guerre a été violente et certaines cicatrices ne sont toujours pas refermées, aujourd'hui encore. Si jamais le thème vous intéresse, je vous invite encore une fois à faire vos recherches et à vous documenter vous-même sur ce conflit. Moi, du moment que vous avez compris au moins les grandes lignes, bah j'ai fait mon boulot. Allez,
Moi je vais boire un coup. A plus.